Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de regarder les programmes de Africable Télévision. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau des questions à débattre M. Bouba Diop, professeur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. M. Bouba Diop, il est historien. M. Bouba Diop, merci. Bonsoir. Eh bien, bonsoir Fatoumata. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir et un devoir donc de vous recevoir dans cet espace de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Là, on est face à l'océan Atlantique et derrière, vous avez la bibliothèque de l'Université Cheikh Anta Diop. Cet espace que je fréquente depuis plus de 50 ans. J'ai été étudiant ici, professeur qui vient de prendre sa retraite. Alors donc, vous voyez un moment où c'est très calme. Les étudiants sont en vacances, les professeurs aussi. Je crois que dans une semaine, dans 2 semaines, l'atmosphère va complètement changer parce qu'il y aura encore plus de monde. Donc là, on peut réfléchir calmement. D'accord, Monsieur Diop, vous êtes titulaire de classe exceptionnelle, excusez-moi. Vous avez été médiateur à l'Université Cheikh Anta Diop de 2004 à 2011, fondateur du syndicat autonome des enseignants du Sénégal. Pouvez-vous nous faire un peu plus sur votre parcours? Alors, j'ai été étudiant dans cette université de 1971 à 1975, puis je suis parti à Paris pour suivre mes études. De 1975 à 1981, je suis rentré au Sénégal et depuis lors, j'ai enseigné. Donc, je suis enseignant-chercheur, c'est mon métier. Et vous l'avez dit, j'ai été président de la Fédération de l'éducation et de la recherche dans mon pays de 1990 à 1995. Vous avez mentionné que j'ai été parmi les fondateurs du syndicat autonome de l'enseignement supérieur. Donc à partir des années 85, j'ai dirigé le syndicat donc jusqu'en 90. Et dans mon pays aussi, j'étais très actif dans les ONG. J'ai dirigé le syndicat, le CONGAD, le Conseil des ONG d'appui au développement, dans les années 90, de 99 à 2005. Donc je continue d'être actif dans le mouvement panafricain. Actuellement, je dirige l'association panafricaine pour l'alphabétisation et l'éducation des adultes. Bon, voilà, j'essaie de faire ce que je peux sur le plan politique dans mon pays. Je suis coordinateur du mouvement citoyen qu'on appelle au Sénégal en Wolof Taxaw Temm, c'est-à-dire debout pour la démocratie, pour la République et l'unité des patriotes, et rétablir l'état de droit dans notre pays et relancer l'économie de ce pays. Donc on essaie d'intervenir sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan politique. J'ai été acteur des assises nationales au Sénégal. J'ai dirigé la partie qui s'occupait de gouvernance sociale, donc l'éducation, la santé, les sports, les loisirs, le dialogue social. Et bon, vous êtes au courant de tout ce que les patriotes ont essayé de faire pour que le Sénégal soit sur de nouveaux rails. Et ces assises nationales ont été un temps fort et ça a fait des émules. Aujourd'hui, j'entends en Afrique les vœux s'exprimer pour des assises nationales. Il faut les faire, mais il faut appliquer les conclusions consensuelles. C'est ça le grand problème. Au Sénégal, on n'a pas voulu les appliquer, donc on est toujours dans l'impasse. Qu'est-ce qui pose problème? Les acteurs, des fois, ne veulent pas appliquer les recommandations consensuelles pour avoir la paix et la démocratie de manière durable. Les acteurs, certains se croient plus malins que d'autres, et bon, on tourne en rond. Et vous savez, la démocratie, ça a été inventé, de même que la République, pour faire en sorte qu'il y ait la stabilité, le développement, le partage. Si on applique les principes de la démocratie, les principes de la République, en principe, il ne doit pas y avoir de grands problèmes. Mais ce n'est pas facile, parce que les acteurs, les compétitions sont telles que si les acteurs, les leaders ne sont pas responsables, on tourne en rond. Vous savez, vous avez mentionné la discipline historique. Quand on fait le bilan de l'histoire de l'humanité, et même jusqu'à présent, dans nos pays, il y a de grands groupes d'acteurs.
Et mon expérience m'a permis de comprendre qu'il y a 5 groupes d'acteurs dont il faut tenir compte. Les citoyens, simples, que vous êtes, que nous sommes, ils sont les plus nombreux, ils ont des intérêts à défendre, ils ont des aspirations. Le deuxième groupe, c'est le groupe des travailleurs, ceux qui produisent les richesses, qu'ils soient paysans, qu'ils soient ouvriers, qu'ils soient marchands. Et il y a également des gens qui essaient de dialoguer avec eux, les patrons, ceux qui détiennent les piliers aussi de l'économie. Il y a ce dialogue-là entre ceux qui ont les terres, ceux qui n'ont pas les terres, ce groupe-là des acteurs socio-économiques, il faut en tenir compte parce que rien ne peut marcher si ce groupe refuse de travailler. Il y a un troisième groupe, les leaders politiques, ceux qui pensent diriger nos États. Souvent, ils sont très prétentieux, ceux qui ont créé des partis politiques, ils croient pouvoir faire tout et ils doivent être modestes parce que l'humanité a existé, a fait des progrès sans les partis politiques. Il a fallu que le grand barbu Karl Marx décide avec d'autres dans la Ligue des Justes pour dire aux travailleurs, organisez-vous, créez vos partis. La bourgeoisie, ceux qui ont l'argent également, ont créé les partis. Et ces acteurs-là, ils sont là, il faut en tenir compte. On est encore là. Il y a un quatrième groupe, ce groupe des chefs religieux, des chefs coutumiers, spirituels. Ils sont dans nos sociétés, qu'on le veuille ou non, ils sont des acteurs. Il faut les écouter, ils ont des intérêts aussi, ils ont une sorte d'aura, il faut les écouter, que ce soit au Mali, que ce soit au Sénégal, ils sont des acteurs. Et enfin, il y a les soldats. Même si on n'en parle pas, c'est des acteurs. Et souvent, ce sont eux, quand il y a des troubles, qui règlent les problèmes. Et ça, depuis l'Égypte pharaonique, moi je suis professeur d'histoire ancienne, en passant par l'Empire du Mali, sous Sundiata, jusqu'à présent, ces soldats, ces gens armés, ils ont leur mot à dire. Et si on ne les écoute pas, ils interviennent avec beaucoup de fracas parfois. Et bonjour les dégâts. Donc il faut que ces groupes aient leurs propres leaders, ces groupes discutent. Et ces 5, s'ils ne dialoguent pas, ce n'est pas possible. Il faut qu'ils dialoguent, il faut que, ma foi, ils aient d'abord leur leader et qu'ils discutent entre eux. Sinon, on ne sortira pas de cette impasse-là. Professeur, sous la direction du professeur Iba Der Thiam, paix à son âme, vous avez participé à la rédaction de l'ouvrage L'Histoire du Sénégal. Quelle appréciation faites-vous de cette initiative? Alors, c'est une initiative très intéressante. Je vais vous dire un mot concernant mes relations, d'abord avec feu, notre aîné, le professeur Iba Der Thiam. C'est un grand personnage de l'histoire de notre pays, non seulement en tant que syndicaliste, mais en tant qu'enseignant qui a gravi tous les échelons, depuis l'école primaire jusqu'à l'université. J'ai eu la chance de le connaître quand j'étais le secrétaire général justement du syndicat. Il a toujours nourri le vœu de faire une histoire générale du Sénégal, parce que lui, il a travaillé sur la période de l'histoire moderne et contemporaine, et le professeur a toujours senti la nécessité de comprendre ce qui s'est passé avant cette période d'histoire moderne et contemporaine. Et il a toujours émis le vœu. Ce n'est que vers 2014, moi j'ai eu personnellement à le relancer en lui disant, professeur, eh bien, il faudrait que votre vœu, réunir une équipe pour faire l'histoire du Sénégal, soit réalisé. Et je lui ai expliqué pourquoi. Parce que j'avais été sollicité par la fondation Nelson Mandela, qui se trouve en Afrique du Sud, qui s'appelle Mindis, Mandela Institute. Et j'avais un ami, professeur Samba Mboup, qui était ambassadeur du Sénégal en Afrique du Sud. J'avais été sollicité par cette fondation et sous l'impulsion de mon collègue Samba Mboup pour qu'on aide les Sud-Africains à comprendre comment se fait-il que le Sénégal soit un des rares pays africains qui n'a pas connu de coup d'État, qui n'a pas connu de troubles. Il voulait comprendre comment ce pays, ce petit pays qu'on appelle le Sénégal, a été un pays où on a vu que la culture, la politique, l'économie, tant bien que mal, les gens essaient de se débrouiller.
Bon, je leur ai dit, moi je peux faire un papier pour leur expliquer la longue histoire du Sénégal. Et quand j'ai fait le papier, qui s'appelle Ethnogenèse du Sénégal, comment expliquer que les Wolofs aujourd'hui, soit le groupe dont on utilise la langue majoritairement au Sénégal, tout ça, comment expliquer alors, quand j'ai fait mon texte, vous savez, dans le milieu universitaire, il ne suffit pas de faire un bon texte, même si vous êtes un grand professeur. On doit donner votre texte à d'autres personnes. Ils m'avaient demandé qui peut lire le texte et donner son avis. Je leur ai dit, il y a 2 personnes au Sénégal qui peuvent, à mon avis, donner un avis de manière objective, en tenant compte de la longue durée. C'était le professeur Amady Bokoum, le directeur du musée des civilisations noires, et le professeur Iba Der Thiam, parce que j'évoque bon, non seulement la partie ancienne, mais la partie moderne et contemporaine. Et ces 2 professeurs ont donné leur avis en estimant que ce texte, il est bon. Alors d'ailleurs, c'est ce texte que j'ai développé ici dans ce volume, et puisque vous parlez d'histoire générale, on a divisé en 3 grandes périodes. Ça, c'est la période la plus ancienne. Il y a d'autres livres qui vont sortir, hein. Il y a plusieurs séries, il y a plusieurs volumes. Ça, c'est le Sénégal ancien, Antiquité, Égyptologie. Tout ce qu'on sait de l'origine des ancêtres des Sénégalais. J'ai dirigé ce volume avec le professeur Aboubakri Moussa Alam, qui est comme moi égyptologue, et on a travaillé sur l'histoire ancienne. Le professeur Bokoum lui-même, d'ailleurs, va publier un livre sur les pierres levées qu'on voit au Sénégal, les mégalithes. Parce qu'avant même l'arrivée des Fulbé, des Wolofs, des Sérères, il y avait des personnes qui étaient là au Sénégal. Bon, et il faut en parler. Et il y a des volumes qui vont sortir. Ce volume, c'est sur la période intermédiaire du XIe au XVIe siècle. Tout ce qui concerne justement l'Empire du Mali, comment très tôt, quand il y a eu l'Empire du Mali, une partie de ces guerriers de l'Empire du Mali sont venus au Sénégal sur la côte occidentale. Donc il y a beaucoup de villes, beaucoup de villages au Sénégal qui sont des villages d'origine mandingue. Et ça, on le sait, au Sénégal. Et donc il y a également d'autres volumes qui vont sortir. Alors le professeur Iba Der Thiam, paix à son âme, a tout fait pour que les 5 premiers volumes sortent. Les 5 volumes sont sortis et cette année, au moment où je vous parle, certains volumes sont en train d'être achevés. Il va y avoir cette année encore 5 autres volumes. On s'est fixé comme objectif de sortir 5 volumes par an. C'est ce que le professeur avait exprimé comme souhait. Bon, on espère que donc les 25 volumes vont sortir et peut-être après il va y avoir d'autres volumes, d'autres vont continuer leur travail. Donc c'était une initiative heureuse. Au départ, beaucoup de gens n'y croyaient pas. Et c'est vrai que maintenant il y a un débat. Est-ce qu'on peut faire une histoire du Sénégal sans tenir compte du Mali, de la Guinée, du Mali, de la Mauritanie, donc de l'espace sénégambien, de l'espace de l'Afrique de l'Ouest? C'est un challenge. Est-ce qu'on peut faire l'histoire du Sénégal sans entrer dans les détails, l'histoire des terroirs? Tout cela est pris en charge. Donc, cette histoire du Sénégal ne peut pas se faire sans tenir compte de l'ensemble de l'Afrique, sans tenir compte aussi de l'histoire du monde, nos relations avec le reste du monde. Donc, c'est un challenge. Et le CODESRIA que vous connaissez, le centre qui s'occupe de l'histoire des sciences sociales en Afrique, a organisé des rencontres, a soutenu l'initiative. Et aujourd'hui, il y a des amis dans d'autres pays qui veulent faire l'histoire de leur pays. La Mauritanie, on a reçu une délégation mauritanienne. Nos amis de Gambie sont intéressés. Et bon, ces histoires nationales existent aussi. Puisqu'un pays qui, depuis 1960, continue tant bien que mal, ben, il faut bien admettre qu'on peut également écrire son histoire, mais sans oublier la période antérieure et en faisant des projections concernant le futur. Il est très difficile de parler de l'histoire du Sénégal sans parler de l'histoire du Mali. Moi-même qui vous parle, quand je suis né, on m'a dit que j'étais français. Moi je suis né à Saint-Louis du Sénégal jusqu'en 60. Le drapeau que je voyais, c'était le drapeau français. Ensuite, quand j'étais à l'école primaire, on m'a dit qu'on est devenu malien. J'ai connu le drapeau du Mali avec le signe d'Ogon. Quelques mois après, moi j'étais très jeune, j'étais à l'école primaire. On nous a dit que l'empire s'est cassé. Maintenant, le pays s'appelle le Sénégal. C'est à ce moment qu'on a eu le drapeau avec l'étoile.
Bon, et l'hymne du Sénégal, l'hymne que j'ai connu d'abord, c'est l'hymne du Mali. Ensuite, bon, on a changé un peu de refrain là, mais les paroles, tout ça, c'était la même chose. Et Mali, vous savez ce que ça signifie, Malibéro? Quand il y a eu l'éclatement de la Fédération du Mali, ça a été douloureux. Le père Gravran rappelle un moment très important. Il a dit que Modibo a dit à Senghor, mais où est-ce qu'on va mettre la frontière? Est-ce que ça va être à Mbour, à Kaolack ou à Tambacounda? Beaucoup de gens ont rigolé. Quelle est la différence entre le Sénégal et le Mali? Est-ce que c'est les langues? Si c'est les langues, mais combien de gens au Sénégal parlent manding? Donc, ces frontières, c'est des frontières qui ont été créées artificiellement. C'est vrai, il y a eu des problèmes. Un leadership qui a été déficient, mais il y a aussi le jeu des facteurs extérieurs. France bon, et d'autres pays. La guerre froide à l'époque, entre bon, le bloc occidental et le bloc oriental. Les Africains doivent reprendre leur destin en main, faire leur unité, être solidaires et faire en sorte qu'il n'y ait plus de bases militaires étrangères en Afrique. C'est ça le problème. Sinon, les grands espaces qu'on a connus, nos ancêtres qui ont travaillé ensemble, ma foi, il va y avoir des problèmes. D'accord, professeur. Aujourd'hui, quel regard portez-vous sur l'éducation en général et l'enseignement supérieur en particulier dans les pays africains? Alors, l'éducation, moi quand je parle d'éducation, je tiens compte des trois dimensions. Il y a l'éducation informelle, ce qui se fait dans nos familles et ce que la presse, les médias, vous faites. Mais il faut en tenir compte, il faut soutenir ces processus éducatifs. Parce que l'essentiel, ça se joue là-bas. Moi j'ai eu l'éducation à part de mes parents. J'ai appris le Coran. J'ai appris à écrire en caractère arabe avant d'aller fréquenter l'école occidentale. Mais avant même d'étudier le Coran, c'est à la maison que j'ai eu les bases de mon éducation. À la maison, j'avais 4 grands-mères. Je dis 4 grands-mères qui étaient dans l'espace. Elles se divisaient les tâches. Il y avait une grand-mère qui nous racontait les contes, une autre qui nous initiait à l'économie, comment gérer, un autre grand-père qui nous conduisait au cinéma. J'ai connu le cinéma très tôt. Donc cette forme d'éducation, il faut la valoriser. L'éducation informelle. Mais il y a l'éducation formelle qui m'a permis de devenir ce que je suis. J'ai fait l'école, j'ai eu mon baccalauréat, j'ai eu ma licence. J'ai fait mes 2 thèses, thèse de 3e cycle. À l'époque, il y avait thèse de 3e cycle et thèse d'État. Mais ça, c'est l'éducation formelle qui a fait des progrès, mais qui a des limites parce que c'était une éducation extravertie. Ce que les Français nous apprenaient, c'est, ça va vous faire rire, nos ancêtres les Gaulois, c'est beaucoup de choses. Bon, il y a eu un processus d'africanisation. Ici, moi quand j'étais étudiant, la majeure partie de mes profs, mais tous étaient des Européens. Moi quand j'étais étudiant, je peux vous montrer des photos. Ils étaient rares, les professeurs. Aujourd'hui, ça a changé, donc il y a des progrès, mais il y a beaucoup de choses à faire. Il faut aider les enseignants, il faut des infrastructures, il faut une formation permanente, il faut des moyens. Donc on a du chemin à parcourir. Le professeur Kizerbo avait réuni le groupe en 90 ici et ça a produit un ouvrage remarquable, Éduquer ou périr. Les challenges sont toujours là. Je me rappelle une phrase, il y a un grand naufrage et il y a partout des défis et il faut qu'on relève ces défis. Donc on a beaucoup à faire. Pour me résumer, cette éducation formelle, elle est intéressante. Il y a l'éducation maintenant non formelle, ce que les associations font. C'est très important. Moi je suis militant de l'alphabétisation. Ce que les gouvernements ne font pas, les associations peuvent le faire. Éduquer, former les citoyens, les organiser. Un pays, pour qu'il avance, il faut que ces 3 formes d'éducation soient en branle. Je suis membre du mouvement international d'éducation des adultes. Quand je vais dans les pays nordiques, c'est impossible de trouver un dirigeant qui n'a pas fait les mouvements associatifs. Ce n'est pas possible. Et je crois qu'il faut avoir cette vue holistique de l'éducation et ne pas croire que seulement que c'est des diplômes. Il y a la formation diplômante
qui est utile, mais la formation non diplômante, il faut en tenir compte. Donc, je crois que l'éducation en Afrique a des challenges très importants. Il faut une éducation multilingue, on a une grande diversité, multimédia, multiscript. Il y a plusieurs types d'écriture en Afrique, il faut les valoriser. Et ce challenge-là, j'ai l'impression que nos dirigeants ne donnent pas assez de temps à la réflexion. On dit des fois on a utilisé 40% du budget, mais c'est la qualité qui est importante. Et surtout le fait de soutenir les familles, de soutenir les associations et de soutenir aussi ceux qui sont dans le secteur formel. Si on le fait, je vous assure que l'Afrique va connaître des développements fulgurants puisque nos ancêtres connaissent les processus éducatifs il y a ça très longtemps. Selon vous, quel est le pays de la sous-région qui est modèle en matière d'éducation? Alors là, vous me posez une question difficile. Bon, je crois que nos amis ghanéens quand même font des efforts parce que j'ai participé à la dernière rencontre de l'ADA ici à Dakar où il y avait tous les chefs d'État. Je crois que le chef d'État du Ghana était le plus courageux. Il a dit que l'éducation c'est une question de souveraineté. On ne va pas faire appel à d'autres pour régler les problèmes éducatifs. Mais ici, vous allez voir, même pour les livres, hein, pour beaucoup de choses, on attend de l'étranger beaucoup de choses. J'ai participé tout récemment à des réunions sur l'alphabétisation au Sénégal. J'ai dit au ministre que je ne participerai plus aux réunions si on donne la parole d'abord aux experts étrangers qui disent voilà ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est de la foutaise. Et j'ai dit au ministre de l'Éducation du Sénégal que si vous ne réglez pas deux choses, ce n'est pas la peine de croire qu'on va avancer. Un, régler le problème de l'environnement lettré. Il y a beaucoup de Sénégalais qui sont alphabétisés en Wolof, en Pulaar, en Mandeng. Ça ne leur sert pas grand-chose dès qu'ils sont dans la rue, mais c'est l'environnement du français qui domine. À quoi ça sert? Bon, deuxième chose, je dis, mais il faut que les toponymes là, qu'on les écrive dans les langues nationales, les gens comprennent de quoi il s'agit. Quand vous dites Dakar, qu'est-ce que ça signifie Dakar? Faites le tour du Sénégal, demandez aux gens qu'est-ce que ça signifie Dakar. Comment voulez-vous que les gens soient développés, qu'ils soient fiers s'ils ne comprennent même pas leur environnement? Dakar, ça signifie village de liberté, de Krao. Je vous assure que peu de Sénégalais savent ce dont il s'agit. Et là, il y a un problème. Donc, il faut que les gens soient conscients qu'il faut changer l'environnement lettré. Et même les Européens sont plus fiers. Allez, en France, vous verrez rarement dans des rues de Bretagne ou vraiment vers Toulouse, des gens écrivent seulement avec le français de Paris. Non, pas du tout. Ils respectent les parlers des localités. Et on écrit en breton, pour que les Bretons comprennent de quoi il s'agit. Et on écrit également en occitan, pour que les gens de Toulouse ils comprennent. Mais ils se respectent, nous, en Afrique. Nos dirigeants ne respectent pas nos populations. Donc il faut changer complètement de paradigme. Et j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas. Et on continue donc de faire comme si on avançait, mais non, pas du tout. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais en commençant par, effectivement, la souveraineté et également en mettant l'accent sur le caractère endogène de notre développement. D'accord. En tant qu'historien, pouvez-vous nous faire l'état des lieux des relations entre le Mali et le Sénégal? Les relations, vous voulez qu'on parte de quelle période? Vous savez, le Mali et le Sénégal, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est très moi qui vous parle. Mes grands-parents, ils sont que des camarades. Moi, j'ai été à Sibi au Mali, j'ai entendu les griots parler de la bataille entre Sundiata et Soumaourou et de la place des camarades. J'ai compris que le mot Keïta, c'est un mot récent, puisque les Keïta étaient des Konaté. Mais donc, les camarades ont négocié aussi avec les Keïta dans cette espèce. Donc, l'histoire du Sénégal, et je suis sûr que vous-même, si on interroge vos ancêtres, au bout de 2 générations, je vous assure qu'on va trouver qu'il y a également des Mandeng, ce qu'on appelle des Mandeng. Et avant eux, dans l'empire du Ghana, on était ensemble. Les Sénégalais, ce qu'on appelle aujourd'hui les Sénégalais, les Maliens, les Mauritaniens, tout ça. Donc, ces relations sont très anciennes. On a continué, on a eu maintenant un passé colonial commun avec la France et on a eu la Fédération du Mali. Ça a éclaté malheureusement. Donc ces relations sont toujours là. On a toujours le chemin de fer
j'espère qu'on va le faire renaître pour que ça marche comme dans le passé. Donc le prolongement du Sénégal, c'est le Mali. Et donc ces relations continuent dans le cadre de l'organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal. Les relations entre le Sénégal et le Mali, pas plus tard qu'hier, il y a un convoi de Sénégalais qui a essuyé des tirs. Il y a eu beaucoup de blessés, les gens ont eu peur. Donc c'est des relations depuis le Moyen-Âge, qu'on appelle le Moyen-Âge africain jusqu'à présent. C'est des relations continues, des relations qu'il faut renforcer. Et j'espère qu'on va avoir encore une nouvelle fédération, une nouvelle confédération Mali, Sénégal, Guinée, Mauritanie, Gambie. Et dans l'espace ouest africain, on aura bientôt notre monnaie commune et que même au niveau de l'espace africain, on pourra avoir notre monnaie africaine et notre armée africaine. C'est comme ça que se voient les relations entre le Sénégal et le Mali. Maintenant, il y a des moments douloureux. Actuellement, le Mali traverse des moments difficiles. Et justement, je suis l'histoire du Mali. Ça, c'est un ouvrage qui a été écrit par Shogel Kokala Mega, qu'un ami m'avait donné il y a quelques mois. Le hasard de l'histoire a voulu au moins vous m'interroger. Il est devenu Premier ministre. Et il a fait ce livre avec M. Issaka Amadou Singare, qui est né à Thiès, au Sénégal. À Thiès, il y a beaucoup de gens qui ont effectivement le nom qu'on appelle des noms fréquents au Mali, que ce soit des Traoré, des Keïta. Et vous savez qu'il y a des relations très fortes, des cousinages à plaisanterie, des correspondances. Moi, mon nom Diop, si je vais au Mali, on m'appelle Traoré. Et nos amis qui s'appellent Diarra, s'ils viennent au Sénégal, on les appelle Ndiaye. Donc les relations, le Sénégal et le Mali, c'est dans la nuit des temps, c'est des relations qui vont continuer. Et il faut les renforcer. Et il faut souhaiter qu'on dépasse les clivages actuels qui sont le feu, le jeu des forces internes dans nos pays, mais aussi de forces extérieures. Il faut qu'on en soit conscient. Et je vous assure que si vous lisez cet ouvrage, les rébellions au nord du Mali, vous ne serez pas surpris de tout ce qui se passe actuellement. Et au moins on fait l'émission, le président de la République de France se fâche contre le Mali, mais si vous lisez certains passages, le jeu très ambigu de la France est bien décrit ici déjà, il y a quelques années. Et puis, donc, il faut que les gens comprennent que l'histoire bouge, les peuples africains vont être de plus en plus conscients, de plus en plus forts, et ça va ouvrir le chemin pour une nouvelle forme de coopération. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi votre émission Ces questions à débattre. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain avec une autre personnalité. Merci et bonsoir.